à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici même dans l'entretien du jour. Vous savez, l'entretien du jour, eh bien, ça se passe sur Global Africa Télésud. Merci vraiment, je tiens à vous le dire clairement, de votre fidélité, parce qu'on reçoit d'abord plusieurs commentaires de votre part, des messages aussi, mais également, vous savez quoi, sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en Afrique, y compris auprès de la diaspora en Europe et plus précisément en France. Et ça, on a une chose à vous dire, un grand merci. Et merci à l'artisan romain qui est derrière les manettes de tout ça. Aujourd'hui, vous savez, on va parler, eh bien, dans le cadre du sommet de la francophonie. Le francophonie, ça dure quelques jours. C'est le 10e sommet de la francophonie. Une première depuis, en France, sur le sol français, 33 ans précisément. Et vous savez, je vais recevoir un véritable poids lourd aujourd'hui dans l'entretien du jour. Alors, il s'appelle monsieur Luc Nyakadja. Il est architecte. Tenez-vous bien, président du GPS Développement. Il est ancien ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme au Bénin, mais surtout, moi ce que je retiens, et ça c'est la classe internationale, il a été quand même le sous-général des Nations Unies. Franchement, je suis ravi de vous recevoir. Merci de me recevoir, monsieur Farkas. Je dois dire monsieur le ministre, je dois dire monsieur le secrétaire général adjoint. Qu'est-ce que vous préférez? Luc Nyakadja, ça ne changera pas. Ça ne changera pas, ça c'est certain. En tout cas, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci de me recevoir. On va parler de francophonie avec vous. Parce que vous êtes aussi un architecte, hein, évidemment, de ce sujet. Hein. Vous avez prévenu, vous avez anticipé, vous en avez parlé. Comment vous avez vécu et comment vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 33 ans hein, sur le sol français, on n'a pas vu un tel sommet. Il était temps, comme disent certains. Oui, il était temps. Il faut peut-être préciser que la francophonie aujourd'hui, c'est quand même 583 millions de populations qui ont le français en partage. Dans le monde. Dans le monde. Et avec une bonne partie en Afrique. Et on a eu légère hausse, hein. En légère hausse. Et en hausse, et la hausse est due à l'Afrique. Ouais. Il faut le préciser. Il faut le préciser. Vous avez raison. Et c'est aussi heureux que plusieurs décennies après, la France accueille la francophonie. On a eu le sentiment un temps qu'elle était comme en décalage retard par rapport à ce que la francophonie apportait à la France et ce que la France peut apporter à la francophonie. Donc de nos jours, avoir une francophonie plus substantielle, une francophonie des peuples, une francophonie avec un contenu pour la jeunesse, qui est la dynamique de la francophonie de nos jours, je serais heureux. Et bien justement, on va en parler. Événements majeurs dont les enjeux, ils sont à la fois, vous allez me confirmer si c'est vrai, monsieur Nyakadja, politique, économique, culturel, mais surtout numérique. Est-ce que vous me confirmez évidemment que ce sommet, avec ces temps forts internationaux, c'est l'année 2024, et on va mettre l'accent, parce qu'on sort quand même des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc on retiendra quand même l'effet numérique de cette francophonie. Est-ce que, je vous pose la question, elle est très simple, et je m'adresse, vous savez quoi, plus particulièrement à l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Le français, vous avez dit, vous avez rappelé ce chiffre. Est-ce que c'est une langue aujourd'hui? Moi, j'ai besoin de savoir, y compris ceux qui nous regardent. Est-ce que c'est une langue francophone d'éducation, du numérique, ou est-ce que c'est une langue qui reste des affaires? Est-ce que c'est plutôt une réalité ou Moi, j'aime pas beaucoup les silos. J'aime pas les labels qui vous mettent dans un coin. Je souhaite que la langue que j'ai en partage avec beaucoup de gens, le français, soit une langue de développement, une langue de demain. Avec la dynamique qu'elle peut porter vers le haut les pays qui l'ont en partage et les jeunes qui parlent cette langue-là. Et pour cela, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Et pour ma part, peut-être par biais professionnel, je souhaite que la francophonie soit aussi la langue de l'urbanisation. Parce que, attention, la francophonie le français est une langue urbaine dans le monde. Et va être davantage une langue urbaine. Donc faire en sorte que l'urbanisation ne soit pas une urbanisation de désillusion, mais une urbanisation porteuse d'espérance pour les jeunes, c'est aussi mon espérance. Et c'est monsieur Nyakadja, vous pouvez quand même l'admettre, on le voit sur les réalités du terrain, c'est quoi en Afrique? Francophone, je parle. C'est qu'on voit qu'il y a d'abord une nette progression dans le milieu des affaires où la langue française domine. En revanche, chez la jeune génération, on parle plus anglais maintenant désormais. C'est une pratique qui est devenue courante.
Oui, peut-être pas la force des choses. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut donner un contenu d'avenir à la francophonie. Les jeunes parlent anglais, pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment que c'est peut-être pour eux une passerelle plus dynamique vers leurs espérances. Donc il faut que la francophonie porte aussi des problématiques qui sont au cœur des espérances des jeunes. Que veulent les jeunes? Quand on me dit par exemple qu'un jeune Africain, son horizon, c'est quoi? Quand il voit que là où il vit, par rapport à ses ambitions, par rapport à son potentiel, et il n'a pas d'offre, il a envie d'aller, il a envie d'ailleurs. Vous avez raison, c'est ça. Oui, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Et il a envie d'ailleurs. Mais quand il ramasse les économies de sa famille, de sa collectivité pour faire un voyage périlleux par le désert, pourquoi ne pas lui montrer que ces économies-là peuvent être investies là où il vit, parce qu'il y a des opportunités de développement et même de développement de soi là où il vit. Et pourtant, ce n'est pas faute, M. Niakadjo, que lorsque vous étiez secrétaire général adjoint des Nations Unies, vous aviez alerté, vous étiez un peu, peut-être trop précurseur à l'époque. Vous êtes arrivé trop tôt, certainement, non? Sur l'alerte. Vous avez été lanceur d'alerte sur cette question, justement. Oui, bien sûr. Avoir raison trop tôt, il vaut mieux encore avoir raison. Et être là pour toujours dire... vous savez, un jour, j'étais en Pologne, à Katowice, j'ai rencontré 2 jeunes Africains qui m'ont donné un coup de main pour que je retrouve mon chemin dans la ville pour aller là où je devais avoir ma réunion. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils m'ont répondu en anglais, mais nous cherchons de verts pâturages. Je dis, mais regardez, Katowice, c'est dans un vieux bassin houillé. Où sont les verts pâturages ici? Bien sûr, c'était une image pour dire qu'ils cherchent là où ils peuvent prospérer. Et je dis, vous êtes d'où? Ils m'ont dit du Zimbabwe. Je dis, savez-vous qu'au Zimbabwe, vous avez plus d'opportunités pour faire de verts pâturages qu'ici? Alors ici, faites ce que vous pouvez faire, acquérir la connaissance, acquérir la capacité par rapport à votre potentialité et retourner en Afrique. Ça vous a marqué, ça? Ah oui, bien sûr. Cette rencontre en Pologne. Et ils m'ont dit, mais personne ne nous a parlé de notre pays comme vous le faites. Ouais. Justement, il y a un enjeu, on en parlait tout à l'heure, il y a 88 États, des gouvernements qui font partie de l'OIF, je n'ai pas besoin de le rappeler, et justement 54 États et gouvernements sont membres à part entière. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore un enjeu? Franchement, posons la question lorsqu'on parle de francophonie. Ça fait des années que les sommets s'enchaînent. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous, des Nations Unies, ancien ministre du Bénin, vous êtes architecte aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore un enjeu aujourd'hui quand on parle de francophonie? Bien sûr, il y a un enjeu. Et peut-être qu'en regardant les attentes et les espérances de ceux qui vont être là dans 2-3 décennies encore pour vivre la francophonie, il faut cadrer les enjeux par rapport à leurs attentes. Et il ne faut pas faire les enjeux d'hier, il faut faire les enjeux de demain. Et c'est pour cela que moi, je souhaite vraiment que, et encore une fois, espérer mon biais professionnel, que l'urbanisation devienne une vraie thématique francophone. C'est un peu votre domaine d'ailleurs. C'est mon domaine, mais je vois aussi l'Afrique, par exemple. Entre 2015 et 2050, les projections disent que la population africaine va doubler, la population urbaine va tripler. Ça signifie donc qu'il va y avoir une croissance exponentielle. J'ai des chiffres que vous avez publiés, justement. Oui. Je vais mettre mes lunettes parce qu'évidemment... Alors, vous savez quoi? J'ai des chiffres. Ça vient de vous. Vous dites... ça va doubler, vous avez raison, tous les 20 ans depuis 1990. Vous dites ça devrait tripler entre 2015 et 2050. Oui. On parle par exemple en 1950, je parle de l'Afrique, du continent africain, chers amis. 27 millions. Exact. 2020, ça c'est vos chiffres. 587 millions. 20 fois plus. 20 fois plus. Oui. Je continue, 2030, 820 millions. Oui. Et ensuite vous allez jusqu'à 2050, et là on parle de milliards. Oui, et ça va tripler par rapport à 2015. Comment on explique tout ça? Mais on l'explique d'abord par la dynamique de la croissance naturelle de la population. On l'explique aussi par la dynamique de la croissance naturelle de la population urbaine. Avant, jusqu'aux années 70-80, la croissance urbaine de la population était due à l'exode rural. Aujourd'hui, l'exode rural ne compte plus que pour 40% de la croissance de la population urbaine. Ça signifie que la population urbaine intramuros a une vraie dynamique de croissance. Et grâce à Romain, justement, regardez, notre réalisateur, il fait défiler des images, là, ça c'est vos images. Est-ce qu'on peut les commenter ensemble puisqu'on parle de densité? Là, par exemple, cette photo, elle émane d'où précisément, monsieur Niakadja? C'est une photo aérienne de Cotonou. Oui. Et là, on voit bien la densité, oui, évidemment. Et là, on parle urbanisme, là. Oui, bien sûr. On voit la densité, mais on voit le potentiel de densification.
Alors, c'est-à-dire, expliquez-moi, quand on voit cette photo, vous, architecte, vous, l'homme de l'urbanisme, ça nous renvoie à quoi, monsieur Niakadja? Ça nous renvoie à une trame urbaine qui est assez régulière, mais ça nous renvoie aussi à une réalité, à savoir que cette trame urbaine-là, si on continue comme ça, on va courir après les infrastructures. Mais c'est quoi le risque? Il y a un risque quand on voit ça. Bon, par exemple, là, par exemple, celle-là, regardez, il y a un risque écologique. Là, par exemple, il y a un risque de réchauffement climatique. Mais cette photo-là n'est pas loin de là d'où j'ai pris l'autre photo en photographie aérienne. Parce que là, ça, c'est de l'informel. Donc, on appellera ça l'habitat informel. C'est une belle photo, ça. Oui, c'est une belle photo, mais qui montre des réalités. Ça veut dire quoi, informel? Informel, ça s'entend sans forme. Mais c'est une erreur de formulation, c'est un biais de perception. Parce que ça a bien des formes. L'informel, quand on regarde dans la formation que j'ai eue et que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont en matière d'urbanisme, l'informel, c'est ce qui n'a pas de forme et qu'il faut démolir. Et on fait des déguerpissements. Et je dis, c'est une erreur. Parce que ceux qui sont là, ce n'est pas de l'architecture informelle pour eux, c'est de la forme. Émile Eyot, bien connu en France comme urbaniste, a dit « désordre apparent, ordre caché ». Ordre caché. Ordre caché. Or, la fabrique... Donc là, sur cette photo précisément, c'est de l'ordre caché. Mais c'est de l'ordre caché. Et la fabrique... C'est intéressant ce que vous dites, hein, monsieur Niakadja. Mais la fabrique africaine, la fabrique de la ville africaine, elle est informelle. Comme l'a été d'ailleurs Paris. On l'oublie souvent. Paris, au début... En 1800. Mais bien sûr. En 1845, oui, vous avez raison, quand j'ai les images en tête. Mais bien sûr, au-delà de la couronne du périphérique, c'était informel. Les Champs-Élysées, c'était informel. Bon, alors on a formalisé. Mais on a formalisé en faisant des erreurs qu'il ne faut pas que nous reproduisions aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait une erreur de faire simplement de l'haussmannien en Afrique. Là où il y a de la forme, avec de la forme qu'on appelle informelle, il faut apprendre à voir la forme et à faire avec cette forme-là et à travailler à reconnaître cette forme-là. Parce que le déguerpissement pour le déguerpissement, c'est très coûteux. C'est comme quand on laisse le cancer se métastaser. Quand vous déguerpissez les gens, ils vont où? Ils vont à côté pour reproduire la même chose. Monsieur Niakadja, quand on voit cette photo-là, à court moyen terme, ça ne tient pas. L'urbanisme, j'ai un raisonnement de l'urbanisme quand on parle de... Parce que la francophonie, c'est aussi ça, c'est penser l'urbanisme de demain. Je vois, la population aujourd'hui, elle est anciennement jeune aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on propose? Quand on voit ça, regardez, quand on voit ça, par exemple, aujourd'hui, quelles sont les perspectives qu'on peut proposer à la nouvelle génération africaine? Bien, caractérisons l'informel. L'informel, c'est 80% de l'économie des villes africaines. L'informel, c'est 90% de l'emploi. L'informel, c'est 90% de la mobilité urbaine. Quand eux, ils s'arrêtent, la ville meurt. Ouais, en fait, elle ne bat même plus. Le poumon de la ville est informel. Donc la ville africaine est informelle. Il y a un biais de perception qui veut dire que c'est négatif. Et c'est ça qu'il faut changer. Là où il y a... Vous voulez le changer en quoi? Mais c'est la perception qu'il faut changer pour pouvoir faire avec le déjà là et avoir une approche qui permette une transformation progressive. Alors, on voit une autre photo, M. Niakadja, que vient de nous faire défiler Ça, c'est Addis Abeba. Alors, Addis Abeba, là, c'est le contraste entre ce qu'on a vu avant et maintenant. Oui, mais on peut superposer à cette photo une photo si vous regardez cette photo-là, qui montre la dynamique des villes africaines. Donc, une aspiration au progrès légitime, hein, et faire en sorte que la transition entre l'informel et cet hyper-formel à la limite soit une transformation à la limite organique, une transformation pour les populations et pour la nature. Parce que quand on fait ça, et qu'on fait en sorte que, par exemple, à Dakar, ça ne se sait pas, mais en 2 décennies, Dakar a perdu 30% de son couvert végétal. Et le couvert végétal, donc la nature, ce sont les défenses de la ville contre les chocs climatiques. Donc, quand on les perd, on devient plus vulnérable. Donc, faire la ville pour les populations et pour la nature est le défi africain aujourd'hui. Et c'est un défi qui est aussi un défi francophone, parce que c'est un défi de la plupart des villes francophones aujourd'hui. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, M. Niakadja, parce que c'est vrai de le rappeler. C'est très important, ces éléments que vous nous apportez là aujourd'hui. Les informalités urbaines qui l'emportent sur le secteur formel. Ça, c'est votre expression. Entre 1990 et 2015, vous dites qu'il y a 90% de la croissance de l'habitat urbain qui était informel. C'est ce que vous venez de l'expliquer. Alors maintenant, parlons de l'étalement urbain accéléré. Qu'est-ce que vous entendez justement par cette perte de biodiversité? Vous voyez,
quand la ville s'étale, d'abord la croissance... Parce que vous parlez de là de vulnérabilité, là. Au changement climatique, une vulnérabilité qui est accrue par le fait que l'étalement urbain se fait dans des zones sensibles en termes de biodiversité. Par exemple, hein, quand une ville, pour s'étendre, occupe les zones humides, les zones basses, les zones qui devaient rester non édificantes, qu'on ne devait pas construire, cette ville-là devient très vulnérable aux inondations. Parce que les exutoires d'eau sont occupés. Donc ça crée de l'insécurité. Donc ça crée de l'insécurité pour tout le monde. Ça crée de l'insécurité économique, de l'insécurité humaine. Et donc il faut... Et numérique aussi. Bien sûr. Par ricochet. Par ricochet, parce que même les infrastructures sont ainsi faites. Mais reprenons maintenant ce qu'on pourrait faire autrement. Parce que ce que moi je souhaite, ce n'est pas qu'on garde le déjà là pour ce qu'il est. Mais c'est qu'on voit le déjà là et qu'on fasse avec le déjà là pour pouvoir aller vers un progrès pour les hommes, pour les urbains, et non pour la voiture, par exemple. Laissez-moi dire une chose. Bien sûr, je vous en prie. Quand on a fait, au terme des 30 Glorieuses à Paris, on a construit beaucoup. Mais la manière dont on a construit, la France en paye le prix aujourd'hui. En termes de la cité, le mal-être, le mal-vivre des jeunes, tout cela fait partie de la facture de l'uniformité urbaine. Et c'est ça qu'il faut éviter. Faire en sorte que la ville soit moderne. Moderne, c'est quoi? Mes collègues africains, ils ont tort de penser que le moderne, c'est ce qui est... c'est ce qu'une consoeur égyptienne a appelé la dubaïsation. L'horizon de la durabilité des villes africaines, ce n'est pas Dubaï. La durabilité, c'est d'abord une transition humaine, une transition énergétique, une transition écologique vers un horizon qui est aussi culturel. Là, parce que vous le dites, c'est vrai, vous avez raison, M. Anakadja, parce que vous dites la vulnérabilité vient tout simplement du choc climatique. C'est ce que vous appelez les inondations, etc. Mais j'aimerais quand même, justement, alors quand on voit tout cela, et merci pour votre analyse, non mais c'est important, je ne vous dis pas ça vraiment parce que c'est très très important de poser évidemment les éléments. Alors, une fois qu'on a dit ça, M. Anakadja, c'est quoi les défis qui attendent les pays africains dans les prochains mois, prochaines années, à l'horizon 2050 même, parce qu'on parle, nous, de 2050, puisqu'on a dit les chiffres tout à l'heure, je vous les ai évoqués. Hein. C'est quoi les défis pour éviter justement tout ce que vous venez de nous décrire? Éviter l'explosion sociale, éviter l'explosion environnementale, éviter l'explosion numérique, éviter l'explosion sociale. Dites-nous, s'il vous plaît. Le défi, c'est comprendre que l'urbanisation vient avec des promesses. C'est quoi une ville? Une ville, c'est le lieu où on fait de la mutualisation de l'accès à des services urbains, des services publics. C'est aussi le lieu dans lequel on peut faire de la valeur ajoutée à ce que l'on sait faire. C'est le lieu où le territoire de la ville permet de faire de la transformation. Mais une ville qui n'a pas ces promesses-là, c'est à travers ces promesses-là que la ville trouve de l'emploi pour les jeunes, permet aux jeunes de s'accomplir. Mais quand une ville ne fait pas ça, mais elle a perdu sa raison d'être ou elle n'accomplit pas sa raison d'être. Donc, les acteurs africains aujourd'hui, qu'ils comprennent que l'urbanisation est une promesse qui requiert qu'on investisse sur la croissance urbaine, qu'on investisse sur les infrastructures, mais qu'on ne fasse pas cela à l'haussmannienne. Quand on bulldoze un quartier informel, simplement parce que c'est nécessaire, et qu'on dit on jugera au résultat, le résultat c'est pour qui? La ville ne peut pas se faire contre ses habitants, elle doit se faire pour ses habitants et par ses habitants. Donc, le mot c'est co-construire. Co-construire. Alors, pour changer l'avenir, il faut faire quoi? Il faut transformer les villes. Pour changer l'avenir, il faut avoir un horizon partagé. L'espérance de la durabilité, l'espérance de la transformation, ça ne peut pas être une espérance technocratique. Il faut que ce soit une espérance, bien sûr, qui utilise toutes les techniques possibles, mais une espérance endogénéisée, sinon même née du contexte, pour que la ville ressemble à ses habitants, tout en leur donnant de l'espérance pour l'avenir. Monsieur Nakadja, alors ce qui est intéressant, parce qu'on va continuer quand même à parler de francophonie, vous dites l'urbanisme doit être au cœur de l'agenda francophone. Il doit inspirer, il doit former, il doit innover, ensemble pour bâtir les villes de demain et les villes surtout inclusives et durables. Alors, comment vous voyez tout ça dans le cadre de la francophonie, justement, puisque vous dites ce qui doit s'inscrire dans l'agenda francophone? Je vous avoue que pour certains et celles et ceux qui nous regardent, c'est abstrait. Donc comment, pour être plus concret? Moi, je voudrais féliciter les dirigeants de l'AIMF, Association internationale des maires francophones. Ils ont organisé Ils font un travail remarquable. Un travail remarquable. Et pendant 2 jours, il y a eu une conférence qui n'a parlé que de ça, réenchanter les villes.
réenchanter les villes. Et pour réenchanter les villes, il faut regarder non pas la ville, comment je dis, intelligente parce que entièrement numérique et identique partout. Non, il faut que la ville permette de nourrir l'aspiration de ces populations. Et là-dessus, le monde francophone a beaucoup d'exemples et de choses qu'il faut faire et de choses qu'il ne faut pas faire. Et partager cela pour pouvoir inspirer les décideurs, pour pouvoir aussi former les jeunes. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez, l'autre jour, j'étais dans un webinaire où je parlais de tout ça, et j'avais trois doctorants africains, dont 2 qui étaient des jeunes dames, qui m'ont dit, mais ce dont vous parlez, à savoir voir, comprendre, que la modernité est aussi africaine et qu'elle n'est pas, et qu'elle a même été précoloniale avant que, donc la modernité n'est pas de la colonisation, elle est aussi africaine. Deuxièmement, que l'informalité est quelque chose dont il faut tenir compte et faire avec ses acteurs, comprenant ce que l'informalité apporte à la ville. Et ils me disent, mais on n'enseigne pas à l'école. Donc le biais qu'il y a même dans les programmes aujourd'hui, dans les écoles en Afrique, c'est que l'horizon de la durabilité, l'horizon de la modernité urbaine, c'est Dubaï. Et c'est une erreur majeure. Donc la francophonie peut porter ce genre comment vais-je dire, de changement de paradigme. Alors, le changement de paradigme, continuons de parler, parce qu'il me reste encore quelques minutes avec vous, Monsieur Niakadja. La population francophone, vous l'avez dit tout à l'heure, qui va passer de 321 millions à 715 millions, puisque votre indicateur, c'est 2050. Oui. 715 millions, Et c'est aujourd'hui 583 millions, si je ne m'abuse. Merci en tout cas pour ces éléments. Alors, renforcer quoi? Il faut renforcer l'enseignement du français, il faut soutenir son apprentissage pour d'ici 2050. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on parle géopolitique et on parle diplomatie, mais également aussi l'enjeu de la francophonie. Pour tenir justement avec ces 2050, ça, c'est un véritable poids. Qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur Niakadja? Renforcer l'enseignement, par exemple, francophone? Il faut que le français soit porteur de diversité. Il faut que le français soit porteur de tout ce qui fait le français. Il faut que le français soit porteur aussi des aspirations des populations qui parlent le français, avec ce qu'elles apportent au français. Et pour le faire, il ne faut pas avoir une approche hors sol. Oh mais le monde... Ah, voilà, merci. Vous me l'avez volé de la bouche. C'est ça que je voulais entendre. Hors sol. Comment éviter justement pour ne pas être hors sol? Mais il faut avoir des... Parce que l'Afrique voit les choses différemment. Pour elle, le français, c'est plus du tout un enjeu, Monsieur Niakadja. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Non, c'est un enjeu de développement. Donc il faut... regardons les choses en face. Le français, c'est la langue administrative dans beaucoup de pays africains. Et quand on veut communiquer quelque chose, on le communique en français. Donc, c'est un outil africain. Moi, je suis... Et c'est vrai. Moi, de l'Afrique du Nord, en passant par... Voilà. Moi, je suis francophone, mais je suis fonphone de par mes parents. Donc, je veux bien pouvoir parler fond, mais je veux pouvoir parler français. Quand je parle français, mes pensées sont, dans ma langue maternelle sont reflétées dans la manière dont je parle français. Et il faut que ce soit porteur aussi des défis qu'il y a dans mon pays. Donc, il faut que la francophonie soit plurielle. Et pour qu'elle soit plurielle, il faut qu'elle traduise les défis des jeunes. C'est si important de donner la parole aux jeunes. Vous savez, pendant les 2 jours-là, avant-hier, on a laissé des jeunes étudiants rêver sur comment ils voient la ville de demain en 2050. Et qu'est-ce qu'ils vont répondre? Mais ils ont fait des posters incroyables. Et ils n'ont pas été du tout hors sol. Ils sont partis de ce qu'ils vivent chez eux et ils ont regardé comment le processus de transformation, donc la transition sociale peut se faire pour que la ville devienne durable. Est-ce que l'intelligence artificielle était d'actualité? Un excellent instrument, mais il ne faut pas que ce soit simplement... Parce que l'intelligence artificielle peut accroître le copier-coller. C'est vrai. Et c'est un vrai danger. Donc on parle de conception assistée par ordinateur, il ne faut pas que ça devienne le copier collé, assisté par ordinateur. Or, c'est le cas aujourd'hui. On fait une chose quelque part, dans une ville occidentale, et quand on a un marché en Afrique, on met quelques sauces autour pour assaisonner cela, et puis on l'implante en Afrique. Et c'est un drame. Et la facture reviendra quand vous voulez faire 10 000 logements. Il ne faut pas le faire comme on a fait les bars ici en France. C'est ça la chose. Ne pas... Éviter la ghettoisation, peut-être. Précisément. Donc, une urbanisation qui ghettoise, il faut l'éviter. Donc, il faut pouvoir faire avec les gens. Être assez patient pour faire avec le temps. Comme a dit quelqu'un, tout ce que vous faites sans le temps, mais ne vous le pardonne pas.
Ce sera ma dernière question. Vous savez quoi, justement, les États francophones, elles doivent renforcer aujourd'hui, c'est la question qui est évidemment dans l'esprit de tout le monde, tous ceux qui participent à ce sommet, c'est renforcer les échanges commerciaux, d'accord, explorer les meilleures perspectives d'emploi. Et on le sait aujourd'hui, monsieur Nakadja, vous le savez, c'est que de plus en plus de Français issus de la diaspora retournent à leur pays d'origine justement pour renforcer l'économie, pour participer et pour rendre la chose plus attractive. Vous, ça m'intéresse, quel est votre regard? Comment vous observez tout cela? C'est très heureux. Je souhaite que la diaspora devienne un plus grand acteur des transformations africaines et qu'elle vienne en Afrique avec l'humilité de celui qui apporte. Mais pour qu'il apporte quelque chose de pertinent, il faut qu'il vienne avec assez d'humilité pour écouter et comprendre, afin que son expertise soit utile. Moi, je suis un homme de terrain, et quand je vais sur le terrain avec des experts, je demande aux experts, vous fermez votre bouche, vous ouvrez grandement vos yeux, vos oreilles. C'est pas mal. Pour écouter et comprendre. Écoutez les conseils. Pour écouter et comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font comme ils le font. Parce qu'ils sont peut-être analphabètes, ils ne sont pas bêtes. Si vous n'avez pas compris ce qu'ils font et pourquoi ils le font, votre expertise ne leur sera pas utile. J'aime bien ça. Écoutez, c'est vrai. Ça, c'est de belles paroles. C'est les paroles d'un sage, non? Je suis trop jeune pour être labellisé sage. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui en Afrique, en Europe, toute cette Afrique francophone? Comment je regarde les jeunes? Vous avez envie de livrer quoi comme message, justement? Il y a tellement d'espérance et de potentialité en Afrique. Et il y a des biais de perception qui doivent changer. Et l'un des biais de perception, c'est le risque en Afrique. C'est le risque de l'investissement. Et cela vient de loin. Mais ce sont les acteurs africains qui doivent changer ces perceptions-là. Le biais de perception du risque, la diaspora peut aider à changer ça, par exemple. C'est passé vite, hein? C'est passionnant avec vous, hein. On devrait faire 1 heure d'émission, c'est vrai. Merci en tout cas, on a beaucoup appris aujourd'hui. Luc Nyakadja, il est architecte, il est président du GPS Développement, il est ancien ministre, notez bien chers amis, de l'habitat et de l'urbanisme du Bénin. Et moi ce que je retiens, ça j'aime bien parce que évidemment ça honore les Africains, c'est l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Vous êtes resté en contact avec les Nations Unies un peu? C'est une coquille vide maintenant? Non, il ne faut pas le dire ainsi, parce que ce n'est pas vrai. Je ne vais pas relancer le débat, c'était la chute. Vous l'avez dit, laissez-moi une phrase pour dire, le multilatéralisme fera le monde où le monde va se défaire. C'est bien dit, joliment dit. Au plaisir. Merci. Et on va suivre tout cela très attentivement. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, mon cher Luc. Merci. Luc Nyakadja. À très bientôt. À la réalisation, avec grand plaisir. À la réalisation, c'était Romain, vous le savez. Merci à vous. Continuez évidemment avec vos commentaires, vos analyses. Vous êtes toujours les bienvenus. Continuez à faire grandir Global Africa Télé Sud, parce que c'est avec vous. Et sans vous, évidemment, on ne peut pas avancer. Restez fidèles à Global Africa Télé Sud et on se retrouve pour un prochain rendez-vous avec un autre invité. Et peut-être certainement un autre engagement. À bientôt. Portez-vous bien.